C'est surtout Jean-Baptiste Clay qu'il faut applaudir. Je suis Olivier Gabé, le directeur du département des objets d'art, ici au Musée du Louvre. Et je suis très heureux d'introduire la présentation d'aujourd'hui, qui vient éclairer l'exposition qui a ouvert ses portes la semaine dernière, intitulée « Une passion chinoise », la collection de Monsieur Thiers. Alors évidemment, pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, ce fameux Monsieur Thiers est une personnalité controversée, l'incarnation d'une forme de cynisme en politique. Enfin, je pense qu'on aurait beaucoup de mal à lui jeter la première pierre aujourd'hui. C'est quelqu'un aussi qui a été mêlé de très près à l'histoire de France, c'est notre premier président. C'est quelqu'un aussi qui, pour beaucoup, a été, au moment de la Commune de Paris, une personnalité radicale dans sa manière de venir à bout de cette révolution populaire, plus parisienne, comme vous le savez, que nationale. C'est pas rendre hommage à Adolphe Thiers, c'est mettre en lumière les collections chinoises qu'il a léguées au musée du Louvre, et collections chinoises qui sont à la charge du département des objets d'art depuis maintenant presque 150 ans, on va dire, qui sont pour la première fois étudiés de manière exhaustive, érudite, sous la houlette de Jean-Baptiste Clay, avec un certain nombre de nos collègues. Je pense d'abord évidemment à la Fondation Thiers à Paris, place Saint-Georges, mais aussi à beaucoup de nos collègues étrangers, puisque ce catalogue est aussi la possibilité de faire appel à un certain nombre de connaisseurs émérites en Chine, à Taïwan, aux États-Unis d'origine chinoise, à Hong Kong. Donc c'est aussi un événement international. Il y avait deux choses que je voulais souligner devant vous avant de laisser la parole à Jean-Baptiste. D'abord, c'est la beauté et la qualité de l'exposition qui est visible maintenant pour un certain nombre de semaines, et qui est, je trouve, assez belle aussi dans cette façon de présenter des œuvres de manière souvent très individualisée, très singulière, qui montre bien aussi, alors on sait qu'une partie de la collection de Thiers a été détruite justement pendant la Commune de Paris, mais qui rompt un peu aussi avec cette idée souvent qu'on se fait de l'Asie dans ces grandes collections françaises et européennes au mi-temps du XIXe siècle, souvent un peu dans un parfum de bric-à-brac, avec beaucoup de choses, beaucoup d'accumulation. Je le dis en connaissance de cause, parce que quand j'étais au Musée des Arts Décoratifs, on avait redécouvert ces collections asiatiques pour la Chine et pour le Japon, et on avait opté pour une forme de pléthore. Et là, je trouve ce qui est très beau, c'est que l'exposition est presque conceptuelle, c'est-à-dire qu'elle pose les objets et les œuvres de façon très individuelle et leur donne toute leur majesté, tout leur intérêt historique. L'autre chose, c'est que l'exposition permet de dépasser évidemment les simples polémiques d'ordre historiographique et politique, montre le rôle très singulier et le travail très fouillé qu'a fait Jean-Baptiste aussi dans les archives de la Fondation Thiers, travail très fouillé de réseau autour d'Adolphe Thiers et autour de cette collection, qui est un élément très important. C'est aujourd'hui des éléments auxquels l'historiographie contemporaine attache beaucoup d'importance. Ce n'est pas tant la collection d'un individu, mais comment cet individu se connecte avec un certain nombre de personnalités. Vous me redisiez à l'instant, Jean-Baptiste, que le premier catalogue, le legs Thiers, c'est 1881. Le premier catalogue est publié en 1884 par Charles Blanc, qui était un ami de Thiers. Vous me disiez qu'il n'y connaissait pas grand-chose, ça je veux bien y croire. Aidé par Charles Mannheim, qui était un grand expert en objets d'art notamment, et qui avait été très proche du baron James de Rothschild. Donc ça plonge dans aussi une sorte d'histoire du goût et d'histoire de la connaissance, qui est un élément très, très important. Et puis le troisième point qui, je crois, est important, c'est que au sein de notre musée, qui très souvent est inclus dans les débats sur la question universelle des musées. Le Louvre est-il un musée universel ? À quelques mois de la réouverture du pavillon des sessions sous une nouvelle appellation de Galerie des 5 continents, et qui permettra de relier aussi ces collections d'art premier avec certains éléments des collections du Louvre, et donc de ne plus en faire un isolat au sein du bâtiment, mais vraiment des salles qui tiennent compte de ce qui se passe tout autour. Mais évidemment, la présence de la Chine, telle que le montre de façon très éclatante l'exposition de Jean-Baptiste, de rappeler que la Chine, elle n'est pas seulement présente dans nos salles 17e et 18e sous un mode, on va dire, un peu biaisé, un peu occidentalisé, ou en tout cas, pour dire
objet exogène ou objet frontière ou objet mixte, comme là aussi l'historiographie contemporaine s'y est beaucoup intéressée, mais de montrer qu'une part de cette universalité du Louvre passe aujourd'hui à travers cette collection Thiers, et ça se voit de façon très frappante par la qualité des œuvres et le fait aussi que dans cette approche collective autour de la collection, le savoir de beaucoup de nos collègues étrangers a permis de confirmer l'importance historique et esthétique d'un certain nombre de ces pièces, et donc de faire de cette collection au sein de celle si vaste du Louvre un autre contrepoint à notre histoire de l'art. Donc je laisse la parole à Jean-Baptiste. Je vous remercie d'avoir été si nombreux aujourd'hui à l'heure du déjeuner pour venir l'écouter. Merci à vous. Bien, merci d'être si nombreuses et si nombreux aujourd'hui pour ne pas célébrer Adolphe Thiers. Donc, vous l'aurez compris, nous ne sommes pas dans une expo pour le réhabiliter. Il y aurait beaucoup trop de travail et je ne suis pas sûr que ça soit possible. Par contre, il y a une chose qu'on peut faire et qu'on doit faire impérativement, c'est restaurer la mémoire de Thiers. Je pense que nos amis de la Fondation Thiers, je les ai vus arriver, seront d'accord avec moi. C'est une figure qui a été absolument cruciale dans l'histoire de France et qui a été oubliée. On a certainement beaucoup de mauvaises choses à dire. J'en ai découvert moi-même au cours de cette étude. Mais ce qui est très important, c'est de se rappeler le rôle qu'il a joué dans l'histoire de France. Et sa collection est un des éléments fondamentaux de son rôle dans l'histoire de France. Donc, comme le disait Olivier, cette étude n'est pas seulement mon œuvre, c'est un travail collectif. Et je tiens à remercier ici publiquement tous nos collègues du musée de la Compagnie des Indes, que je vois là-bas, Brigitte Nicolas, nos amis taïwanais, chinois, qui se sont joints à l'équipe du catalogue pour apporter chacun leur regard sur leur domaine de spécialité, qu'il s'agisse de peinture, de jade, de porcelaine, de gravure, de tous les domaines de l'art qui sont présents dans la collection de Thiers. Alors, je vais organiser cette présentation en deux temps. Dans un premier temps, je vais vous parler de Thiers, vous resituer le personnage, vu que comme il est oublié, je vais partir du principe que vous aussi ne le connaissez pas si bien que ça. Et vous parler de la place de sa collection dans sa carrière politique et sociale. Et ensuite, j'en viendrai à l'aspect plus spécifique de sa collection chinoise, parce que l'imbrication est un peu complexe et donc il faut vraiment traiter les choses en séquence. Donc, un petit rappel sur Adolphe Thiers. Vous le voyez à donc ce qui est ma droite, mais donc à votre gauche, en président du Conseil. J'ai choisi cette image, j'aurais pu en choisir d'autres, mais là il est en dandy. Et c'est très bien parce que Thiers est un grand ambitieux. Il naît en 1797 à Marseille, d'une famille bourgeoise désargenté. Il est abandonné par son père, élevé par sa mère et sa grand-mère, ce qui en fait quelqu'un de globalement infréquentable dans la bonne société. Il a par ailleurs un physique disgracieux, il est petit, affligé d'une grande tête et d'un accent méridional extrêmement prononcé, et tout cela fera l'objet de moqueries sa vie entière. D'où l'image que vous voyez au centre qui le représente entouré de son histoire de la Révolution à gauche et son histoire du consulat et de l'Empire à droite. Je vais revenir dessus dans un instant, mais vous voyez qu'on le présente en nabot avec une grosse tête. Et cette image-là, j'aurais pu en choisir bien d'autres, est caractéristique de l'image de Thiers. Donc Thiers est quelqu'un qui a besoin de se construire une image sociale. C'est par ailleurs quelqu'un d'extrêmement brillant, donc il va partir de Marseille pour aller faire des études de droit à Aix-en-Provence. Il va ensuite, après avoir été reçu comme avocat, monter à Paris. Il y arrive en 1821. Et là va commencer une carrière météoritique. Ses pires ennemis, des gens qui le haïssent et le méprisent infiniment, qui écrivent des pamphlets d'une violence extrême à son sujet, même ses pires ennemis reconnaissent à quel point il est brillant. C'est un homme extraordinairement intelligent et extrêmement travailleur qui produit énormément. Et donc il va se faire journaliste. Et en tant que journaliste, il va se faire un nom en défendant un jeune peintre inconnu, Delacroix, en 1822. Et par la suite, il deviendra un protecteur de Delacroix tout au long de sa vie, tant et si bien qu'à la mort de Delacroix lui lègue un petit bronze
Donc c'est une relation qui va être vraiment très forte entre les deux hommes. Donc Thiers se fait un nom autour de Delacroix, il se fait un nom comme journaliste libéral, donc c'est un monarchiste libéral. Il est favorable à la monarchie parlementaire, donc opposant à Charles X. Va donc organiser la chute de Charles X, en fait, tout simplement. Il en est vraiment l'une des causes principales par un pamphlet qu'il publie avec un certain nombre de personnes dans un de ses journaux, donc parce qu'après avoir été journaliste, il est devenu patron de presse. Et causant la chute de Charles X, il appelle au pouvoir Louis-Philippe, enfin il appelle à la prise de pouvoir de Louis-Philippe, qui en retour va en faire un de ses ministres, par ailleurs un de ses ministres préférés. Donc Thiers a un nombre incalculable de mandats, son histoire politique est d'une complexité folle, je ne m'étendrai pas sur ce sujet, mais je vais vous donner les grandes dates quand même. Donc au milieu des années 30, il va être ministre des Travaux publics, de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères et président du Conseil, donc Premier ministre. Poste qu'il quittera en 1936, il revient en 1939, redevient ministre de plusieurs choses, puis président du Conseil, et redémissionne à nouveau sur un désaccord de politique étrangère avec le roi. À partir de là, il va rester élu député jusqu'en 1948, ne l'est plus, exilé brièvement par Napoléon III, il se retire de la politique jusqu'en 1963, et après être revenu, il est exilé juste un an, en 1951. Et il reprendra la politique en 1963, deviendra député, chef de l'opposition, avertira contre le désastre de la guerre à venir avec l'Allemagne. Il ne sera pas écouté, le désastre arrive, il est rappelé au pouvoir pour négocier la paix avec l'Allemagne. La négociation de la paix implique la cessation des activités militaires, donc l'arrêt des combats. Ça génère le déclenchement de la Commune que Thiers écrase dans le sang. Et suite à ça, il devient le premier président de la Troisième République et négocie la paix avec la Prusse, enfin avec l'Allemagne désormais. Et cette paix implique un élément assez important, c'est des compensations financières absolument colossales qui nous sont imposées par l'Allemagne dans le but de briser l'économie française. Et Thiers, qui a été boursicoteur dans ses jeunes années, dans les années 40, en fait connaît très bien les mécanismes financiers et réussit à réunir une somme considérable pour tout simplement payer cette indemnité et faire évacuer la France très tôt. Donc il va devenir, grâce à ça, par acclamation unanime de l'Assemblée nationale, le libérateur du territoire. Donc si vous vous interrogez sur pourquoi il y a autant de rues de Thiers en France, c'est à cause de ça. Alors Thiers a donc, vous le comprenez, une place très importante sur une durée très longue dans la politique française. Il a aussi une image. Donc je vous avais dit qu'il était patron de presse, mais Thiers est un homme d'une moralité douteuse. Et donc, quand vous êtes patron de presse sous Charles X, pour faire tomber Charles X, vous avez besoin de la presse. Quand vous êtes sous Louis-Philippe et que vous êtes au pouvoir, la presse vous ennuie plus qu'autre chose. Vous prenez donc des lois de répression de la presse. D'où cette gravure assez drôle, un parricide, c'est l'une des plus connues au sujet de Thiers. Ça vous donne une idée de la moralité de ce personnage. Je ne parlerai pas de sa morale privée, où il est quadrigame sans compter les maîtresses. L'élégance qui prévaut dans les musées m'interdit de vous répéter ici les épisodes particulièrement scabreux qu'on trouve décrits dans la presse et dans les mémoires de ses contemporains, mais ce que je peux vous dire, c'est que Thiers est un sujet qui est tout sauf ennuyeux. Je n'ai jamais autant ri de toute ma carrière, parce que le matériau est incroyable. Il est d'un narcissisme absolument incroyable. Donc lire des écrits de Thiers sur lui-même, c'est drôle. Lire les pamphlets de ses opposants sur lui, c'est drôle. Lire les flatteries qu'il commande à ses supporters, c'est drôle. Donc du début à la fin, vous apprenez beaucoup de choses sur l'histoire de France et vous vous amusez beaucoup. Donc je me suis beaucoup amusé. Mais venons-en à l'élément essentiel de notre affaire, à savoir Thiers collectionneur. Un point que je mentionnais précédemment, c'est son histoire du consulat et de l'Empire. Je vous ai parlé de Delacroix. Et son histoire de la Révolution. Donc il écrit une histoire de la Révolution entre 1823 et 1827. Cette histoire de la Révolution va être le plus gros succès de librairie du XIXe siècle. Pour vous donner un ordre d'idée, en 1845, il a déjà eu 13 rééditions de cette histoire de la Révolution, en 10 tomes, et il y en a eu 80 000 exemplaires écoulés.
ça correspond à un tiers du corps électoral de l'époque. À l'époque, le suffrage est censitaire. Ce qui veut dire, si on le résume dans des termes simples, que toute la bonne société française a lu l'histoire de la Révolution par tiers. Je vous rappelle qu'à l'époque, on n'a pas de télé, on n'a pas de radio, on n'a pas de cinéma, donc les livres sont le médium principal. Et les livres se prêtent. Les gens se prêtent des livres. D'ailleurs, Thiers lui-même le fait, je l'ai trouvé à maintes reprises dans sa correspondance. Donc Thiers se fait une réputation absolument considérable en tant qu'historien par ce biais. Et par ailleurs, il se fait un réseau. Son histoire de la Révolution est basée sur des témoignages de gens qui l'ont vécu, des survivants. Et Monsieur Thiers, journaliste, n'est personne dans la bonne société. C'est son grand drame. Mais Monsieur Thiers, historien, qui écrit à telle duchesse, tel comte ou tel baron d'Empire pour lui demander « Monsieur le baron, me confirmez-vous que votre père est bien mort sur le champ de bataille d'Eylau, fauché par un boulet autrichien ?» Eh bien, vous lui répondez. Et quand vous avez Thiers qui écrit l'histoire de la Révolution, alors c'est pratique, la Révolution a été en guerre avec toute l'Europe. Et par la suite, Napoléon a été en guerre avec toute l'Europe. Donc ça fait que Thiers se constitue par ce biais un réseau européen absolument massif. Tout le monde connaît Thiers, tout le monde a lu ses ouvrages et tout le monde a correspondu avec lui, parce que tout le monde est soucieux que la mémoire de son père, frère, cousin, mort ou blessé au champ d'honneur soit respectée. Donc Thiers, par ce biais, devient extrêmement célèbre, ça devient le grand historien national de son temps, et il est élu à l'Académie à 33 ans, très jeune donc. Ça, c'est l'aspect historien, et maintenant nous arrivons à l'aspect collectionneur. Alors ça, c'est quelque chose qu'on comprend dès qu'on commence à regarder Thiers de manière chronologique. On a beaucoup traité les sources sur la collection Thiers de manière à comprendre qu'est-ce qu'il avait à quelle période. C'est une vieille déformation de conservateur, on veut établir les provenances. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de regarder tous les articles et toutes les sources sur la collection Thiers en faisant une analyse méta pour comprendre quel est le discours qui est tenu sur Thiers. Et là, on comprend qu'en fait, depuis ces jeunes années, il se fait une réputation de collectionneur. Donc vous voyez ici deux extraits, vous êtes, j'imagine, déjà en train de les lire, donc je ne fais que les commenter, je ne vais pas les lire. Mais Thiers, dès les premières interviews qu'il donne en tant que ministre, emmène les journalistes voir sa collection pour laquelle il a fait aménager un cabinet derrière son bureau. Et quand en 1936, il part, après avoir été ministre, il part en Italie pendant un voyage, il va acheter énormément de meubles, acheter énormément d'œuvres, et faire fabriquer des meubles. Ces meubles, il les installe dans l'hôtel Daune-Thiers, donc parce qu'il s'est marié en 1933-1934, dans la famille Daune, donc il épouse la fille de sa maîtresse. Et alors pour ceux qui aiment la littérature, ça vous rappellera le personnage de Rastignac de Balzac, et en fait Thiers en a été le modèle. Ça vous donne l'idée du personnage. Donc Thiers fait aménager ce cabinet, et je n'ai hélas pas le temps maintenant de vous raconter en détail l'ampleur des polémiques qui entourent ces acquisitions dans les années 30, mais Thiers s'est enrichi très vite. Donc c'est louche du point de vue des révolutionnaires, des socialistes et de ce qui est l'extrême gauche à l'époque, et c'est aussi très louche du point de vue des ultra-royalistes, parce que ça en fait un parvenu. Donc on l'accuse d'être corrompu, et sa collection va devenir l'objet d'une discussion sur sa corruption potentielle. Enfin, même plus que potentielle, tout le monde est persuadé qu'il est corrompu. On a maintenant établi qu'il ne l'était pas. En tous les cas, il n'a pas volé d'argent public. Il était par contre extraordinairement népotique, c'est fascinant. Dans ses lettres, on en voit beaucoup de traces. Mais l'attachement de sa collection à sa personne politique est absolument fondamental dès cette période. On ne parle pas de Thiers sans parler de ça. Et donc, il se passe un moment très particulier, qui est le moment 1845. Donc là, je vais juste faire une petite manip pour pouvoir vous lire. Voilà. Un segment, parce que ça, c'est quand même assez croquignol. Thiers, en 1845, va sortir le premier tome de son histoire du consulat. C'est la suite de la Révolution. C'est attendu comme le nouveau Star Wars ou le dernier tome des Avengers. C'est l'événement dont on parle depuis des années. Donc évidemment, la presse publie des bonnes feuilles dans les jours qui précèdent la sortie du premier tome. Et vous avez là, dans l'illustration,
un article qui s'étale sur une pleine page de texte et une page avec cette gravure en demi-page, très grande gravure, c'est vraiment format journal, donc c'est très grande taille. Et le texte que vous avez là est un texte qui est dégoulinant de flatterie, alors on va en lire un peu quand même pour le plaisir. Écrivain pur, châtié, fanatique de la simplicité comme il l'avoue lui-même en riant, M. Thiers porte dans les arts cette sévérité, cette chasteté de goût qui donne à sa plume une si vive originalité. Et de même que les peintures qui ornent les appartements célèbres de tels grands poètes de nos jours révéleraient seuls, par leur qualité de couleur et de dessin, le caractère dominant des vers de ce poète, de même on pourrait conclure du goût de M. Thiers dans les arts à son goût littéraire, de sa préférence en fait de marbre et de tableau à ses inclinaisons en fait de style et de composition. Oui, c'est chargé, c'est impudique, c'est comme tous les articles de flatterie de Thiers qu'on trouve, et là vous avez le fondamental du discours que Thiers cherche à établir sur lui-même. Il est un grand homme de littérature, et il l'est parce qu'il a un grand goût artistique. Thiers a un projet de se faire reconnaître comme un amateur, comme un collectionneur de premier rang. Et donc cet article est le premier d'une très longue série d'autres articles qui vont servir à construire ce propos. Mais ce qui est amusant, c'est qu'il n'y a pas que des articles. Thiers est un malin. Donc, il sait que son image se diffuse et il sait que son histoire du consulat va connaître un succès immense, parce que l'histoire de la Révolution en a eu un. Et donc, il va pointer, il va installer dans la page de garde du premier tome du Consulat une gravure de lui en collectionneur. Donc c'est celle que vous voyez à gauche. Alors vous pouvez me dire que ça pourrait être complètement par hasard et qu'il n'y a pas de logique particulière là-dedans, sauf que nous avons la même gravure refaite pour une réédition en 1865 que vous voyez à droite. Donc c'est en fait une politique parfaitement suivie, et on sait par d'autres sources que Thiers donnait très peu accès à son cabinet. Donc en gros, Thiers organise, c'est d'ailleurs ce que j'ai trouvé dans une source, la réputation de son cabinet par la gravure. Alors au milieu de ces deux gravures, vous voyez un ouvrage de 1946 d'Alexandre Laya, qui est encore un des supporters de Thiers, et qui publie une anthologie des discours politiques de Thiers et des prises de parole politiques de Thiers en 1946. Et à nouveau, le cabinet est illustré, cette fois-ci dans une ampleur plus grande. On a quelque chose de plus majestueux ici. Donc vous voyez que vous avez une politique suivie de gestion de l'image de Thiers. Alors vous me direz, est-ce que ça marche? Eh bien oui. Donc la consécration qui arrive d'outre-tombe, c'est notre ami Chateaubriand. Du reste, M. Thiers mêle à des mœurs inférieures un instinct élevé, tandis que les survivants féodaux devenus cancres se sont fait régisseurs de leurs terres. Lui, M. Thiers, grand seigneur de la Renaissance, voyage en Nouvelle-Atticus, achète sur les chemins des objets d'art et ressuscite la prodigalité de l'antique aristocratie. Alors ce qui est fabuleux, c'est que Thiers est par là validé. C'est évidemment à contretemps, ces lignes sont publiées en 50 mais écrites en 36. Mais ça arrive en fait dans la presse à un moment où la dynamique de l'image de Thiers en tant que collectionneur s'est installée. Il a réussi à se faire valider. Et en fait, ces mots vont couronner en quelque sorte son entreprise d'auto-construction comme amateur d'art. Et par ailleurs, pour ceux qui seraient curieux d'aller les lire, c'est précédé par des pages absolument assassines où Thiers est présenté comme le dernier des moins que rien et le pire des immoraux. Donc, encore une fois, bien comprendre que la figure de Thiers reste toujours, même pour ceux qui lui reconnaissent certaines qualités, comme ici, il reste toujours extrêmement décrié. Alors, il y a un tournant particulier qui est en 1862. Au tout début des années 60 se crée la Gazette des Beaux-Arts autour de Charles Blanc. Et Charles Blanc va publier dedans, en 62, un article présentant le cabinet de Thiers. Alors là, il y a un changement substantiel, en fait, dans le discours sur la collection Thiers. C'est-à-dire qu'on sort de discussions très générales qu'on avait dans les sources antérieures où on mentionnait les types d'œuvres présentes chez Thiers, et là, on discute les œuvres individuellement. Donc là, vous avez quelque chose qui est juste un écho du développement de l'histoire de l'art à ce moment-là.
Et donc, on passe de généralité à quelque chose qui est de l'étude individuelle de l'objet, et donc la collection tiers passe du statut de matériau culturel de tiers à tout d'un coup un matériau pour l'histoire de l'art. D'où le fait que des gravures individuelles des objets de tiers apparaissent dans cet article. Donc là, je vous ai mis la première page et une gravure d'un objet chinois, qui est d'ailleurs dans l'exposition, qui toutes deux figurent dans cet article. Mais là où c'est particulièrement intéressant, c'est dans le discours que Blanc prête à Thiers. Donc je vous le dis, ça va être un peu long, mais je pense que c'est très important pour comprendre le caractère totalement novateur de Thiers pour sa période dans son rapport à l'art chinois. Il n'est plus possible aujourd'hui à une nation de se renfermer dans ses limites, d'ignorer la langue, les sentiments et les arts des peuples les plus éloignés d'elle, de ceux qu'elle regardait comme des étrangers ou des sauvages. Les vrais barbares, dit M. Thiers, sont ceux qui appellent les autres des barbares, ceux qui pensent avoir le privilège exclusif de l'art et le monopole du beau. On a trouvé, en lisant le sanskrit et le chinois, des poésies admirables. Croyez-vous qu'une contrée puisse avoir des poètes sans avoir des peintres ? En respectant la hiérarchie qui assigne le premier rang aux artistes grecs, il faut ouvrir les portes à tout le monde, admettre chaque peuple à montrer les œuvres de son esprit et se bien persuader que chacun a les siennes. Dieu n'a déshérité en effet aucune partie de l'univers. Telle contrée possède le sentiment de la forme, telle autre le sentiment de la couleur. Ceux-là ont reçu en partage la grandeur des pensées, ceux-ci la beauté des matières. Les uns excelleront dans la représentation des figures, les autres dans l'invention des ornements. Plein de ces idées, M. Thiers s'est composé un cabinet cosmopolite et bien avant notre expédition de Chine, il avait satisfait sa passion philosophique pour les arts de l'Asie orientale. Alors ça c'est pas du tout normal. C'est pas du tout normal pour son époque. Là, vous avez quelque chose d'incompréhensible. Et nous allons voir, on va avancer un peu plus loin, que le rapport de Thiers à la Chine a presque 50 ans d'avance, en fait, et son rapport aux cultures extra-européennes en général. Tout ceci dans le même personnage qui fait fusiller les communards, hein. Il faut bien être clair. Donc les catégories de perception qu'on a aujourd'hui du progressisme ou de l'ouverture d'esprit ne sont pas opérationnelles pour comprendre ce qui se passe à l'époque de Thiers et dans la tête de Thiers. La destruction par la commune. Je pense que vous aurez compris maintenant que la personnalité de Thiers est associée très fortement à sa collection et à son hôtel particulier. Je l'ai pas mentionné, enfin j'ai pas insisté dessus, mais l'image du cabinet est très souvent accompagnée d'une image de l'hôtel particulier. Donc en fait, c'est associé. Thiers, place Saint-Georges, son cabinet. Donc Thiers est menacé en 1948 déjà, son hôtel est à moitié assailli. Donc quand il voit se préfigurer la commune, en fait, il met de côté un certain nombre de ses œuvres. Mais néanmoins, tout ne peut pas être évacué à temps. Et donc la commune décide de faire détruire son hôtel et le peintre Courbet intervient pour qu'on sauve ses collections. Ces collections, après un petit flottement où il y a des pillages un peu informels, ces collections sont donc saisies intégralement par la commune et vont ensuite être transférées aux Tuileries, dont vous connaissez le destin tragique, qui seront incendiées, et donc une grande partie de la collection de Thiers sera détruite à cette occasion. Pour ce qui nous intéresse ici, entre 70 et 80 grands vases chinois et toute une collection de lacs rouges, plus tout son mobilier. Qui nous intéresse moins, c'est le mobilier néo-gothique qui s'était fait faire en 1936. Mais Thiers est un garçon qui a une grande constance. Donc, il se fait voter, une fois président de la République, un crédit pour reconstruire sa maison, 2 millions de francs, fait reconstruire sa maison, et fait donc faire à nouveau des gravures de lui dans son intérieur avec ses œuvres d'art. On pourra lui prêter tout ce qu'on veut, mais la continuité n'est pas la chose qui lui manque. Alors, Thiers va mourir, ça arrive à tout le monde, il meurt en 1977, il a été proclamé par l'Assemblée libérateur du territoire peu avant. 1 million de Parisiens vont suivre ses obsèques. Donc, là encore une fois, il faut bien considérer l'inversion historiographique qui s'est produite à son sujet. Les communards étaient ultra minoritaires, étaient détestés de l'ensemble de la France à ce moment-là, d'une grande majorité. C'était un mouvement minoritaire. Même si, par rapport à nos valeurs d'aujourd'hui, on se sent beaucoup plus proche des communards que des valeurs de Thiers, et c'est vraiment pas compliqué,
Il faut avoir ça en tête. 2/3 de la France vote royaliste lors de l'élection de 73 de mémoire. Donc, Thiers va devenir le grand homme qui a sauvé le pays, qui l'a fait libérer des Prussiens. Et donc, on trouve des choses comme ceci. Sublime. Je sens que votre sens esthétique a été moustillé par cette beauté parfaite. Dieu merci, il n'est plus exposé. Mais ça vous donne la clé fondamentale pour comprendre le pourquoi de cette collection au Louvre. Et c'est là qu'encore une fois, je vous l'ai dit dès le départ, la carrière politique de Thiers et sa carrière artistique et de collectionneur ne peuvent pas être séparées l'une de l'autre. En fait, c'est parce que Thiers a été cet homme-là qu'on va pouvoir ouvrir un musée Thiers au Louvre. 2 salles qui vont contenir sa collection chinoise, enfin asiatique, ses collections européennes, les collections de porcelaine de sa femme et les collections de tabatières de sa belle-sœur. Donc en fait, c'est un legs de sa femme à l'État, de lui à l'État sous réserve de l'usufruit de sa femme, qui elle-même le reproduit sous réserve de l'usufruit de sa sœur, donc mademoiselle Daune, qui donc délivre l'ensemble du legs en 1881 à l'État et organise la construction d'un mausolée. Donc on n'a malheureusement pas de photos, j'en trouverai peut-être un jour, mais des descriptions textuelles qu'on en a, en gros le portrait de Bonnat que vous avez vu tout à l'heure était en majesté en plein centre avec un textile cramoisi au chiffre de Thiers sur tous les murs. Donc on est vraiment dans la célébration du grand homme, du sauveur de la France. Mais le problème c'est qu'on est au Louvre. Et donc, vous pouvez lire « Jamais ce pauvre Louvre, encore une fois, ne serait attendu à être profané par de semblables Philistins. La famille de Monsieur Thiers, à coup sûr, a raison de garder le culte d'un homme qui a joué si longtemps un rôle considérable sur la scène du monde, mais selon nous, elle n'honore pas cette mémoire par les moyens qui conviendraient. Ici, l'impression serait toute différente. Au Louvre, perdu parmi tant de chefs-d'œuvre, entouré de tant d'imposantes figures du passé, Monsieur Thiers, avec ses mauvaises aquarelles, sera tout simplement grotesque. » Alors, les mauvaises aquarelles de Thiers, de quoi s'agit-il ? Il s'agit du projet que Thiers avait d'écrire une histoire de l'art du monde. Et pour cette histoire de l'art du monde, il avait commandé à des peintres des copies en couleur, à l'aquarelle, de tous les grands chefs-d'œuvre de la peinture européenne qu'il appréciait. Il faut imaginer en gros qu'il s'était fait un Masno sur ses murs. C'est à peu près ça. Et sa logique à lui était donc d'illustrer en couleur autour de lui, de se faire une idée juste de ce à quoi ressemblent ses œuvres. C'est évidemment un crime absolu du point de vue d'un conservateur ou d'une personne travaillant dans un musée d'exposer des copies. Et donc le legs a été complètement rejeté. Évidemment, la perception de la composante chinoise de la collection en est lourdement affectée. C'est-à-dire que si Thiers a mauvais goût en matière d'œuvres européennes, ces œuvres chinoises ne peuvent être que des bibelots sans qualité. Et donc, la collection chinoise va être mise au rebut d'une certaine manière, tout comme la collection européenne, très rapidement. On n'a malheureusement pas la séquence, donc je ne peux pas vous dire quand on démantèle ces salles. C'est mal documenté dans nos archives. Et je ne sais pas s'il reste des vitrines. En gros, les premiers témoignages que j'ai sont ceux de mes collègues qui ont travaillé sur la collection dans les années 2000. Mais ce qui est important, c'est que la séquence au sujet de Thiers sur la Chine correspond aussi à un moment particulier. Il donne sa collection, donc en 81, et à ce moment-là, vous avez les grands amateurs de Chine issus de ce qu'on a appelé la vague du japonisme, qui est, j'insiste beaucoup sur ce point, un asianisme, c'est-à-dire que ça comportait autant d'intérêt pour la Chine que pour le Japon. Et donc cette vague de collectionneurs du japonisme vont en fait ouvrir des musées et vont avoir eu accès à la Chine et au Japon et amener des collections considérables. Donc la collection Thiers, qui était l'une des plus importantes de son temps, avec les moyens dont il disposait, va être absolument rendu microscopique en comparaison des ensembles considérables qui sont constitués alors. Que sont les quelques centaines de porcelaines de Thiers à côté des 6000 de Grand Didier, le grand donateur de porcelaine du Louvre, qui donne sa collection en 1895 au Louvre. Et pourtant,
eh bien, il y a des choses bien dans la collection Thiers. Elle est éclipsée par ces grandes collections, ces ouvertures de musées asiatiques, mais il y a des choses bien. Alors, il y a des choses bien aussi pour nous avec notre regard d'aujourd'hui. L'émergence de la Chine dans les années 2000 a fait apparaître un besoin d'art chinois en Chine. Simplement, quand vous avez une population qui se développe, qui double ou triple, et que vous avez un enrichissement massif de cette population, vous avez en volume absolu beaucoup plus de collectionneurs d'œuvres d'art. Et donc, forcément, vous collectionnez tout ce qui est disponible. Et qu'est-ce qui est disponible en Chine? En quantité substantielle, l'art de la dynastie Qing. Et cette dynastie Qing, donc dans la collection Thiers, c'est essentiellement la partie 18e. Cette dynastie Qing, c'est la dernière dynastie. Et du point de vue d'un goût lettré chinois classique, elle est kitsch. Et par ailleurs, du point de vue français, comme c'est la dynastie qui nous a fourni les œuvres d'exportation au 18e, elle est aussi kitsch. Donc un effet de ciseau va avoir fait que cette collection, pendant presque un siècle, va être rentrée dans une sphère de perception esthétique qui est une sphère de kitsch. La réhabilitation du 18e esthétiquement est une entreprise qui est plutôt tardive, finalement. C'est à la fin des années 90, début des années 2000 qu'on travaille beaucoup plus dessus. Et parallèlement, en Chine, c'est la réémergence de cette pratique de collection qui va se focaliser sur ces œuvres de la dynastie Qing. C'est aussi celles qui sont les plus nombreuses dans les musées chinois, donc c'est un objet d'étude extraordinairement dynamique aujourd'hui, et vous avez dans cette salle un certain nombre de collègues chinois et taïwanais qui sont eux-mêmes spécialistes des différents objets que vous voyez là et qui nous ont fait l'honneur d'écrire des textes dessus. Et quand certains d'entre eux ont vu les œuvres que je présente ici, les 4 grands chefs-d'œuvre de la collection, j'ai vu des pupilles s'élargir. Alors c'est difficile d'apprécier l'importance de l'art chinois quand on n'en est pas familier. Le Qingming Chancretou que vous voyez à côté de moi, le rouleau peint, qui fait 4,45 m, donc vous n'en voyez qu'une petite section, vous pourrez voir dans l'exposition la partie la plus complète. En Chine, on appelle ça la Joconde chinoise. C'est une version d'un rouleau qui a déjà été fait sous les Song et dont on va refaire des versions tout au long de l'histoire. Donc c'est un thème en peinture, en fait, le Qingming Chancretou. Mais pour vous en donner l'importance, il existe en Chine un parc d'attractions Qingming Chancretou. Et il y a eu un show télévisé où a été reconstruit le pont, alors en bois, qu'on voit figurer sur l'exemplaire des Song. Donc c'est pour vous donner l'importance que peut représenter une œuvre comme celle-ci pour un public chinois. Alors évidemment, pour nous, avec nos catégories de perception occidentale, ce n'est pas immédiatement perceptible, mais ce que vous avez sur cette slide, c'est un chef-d'œuvre de l'art du cloisonné chinois, donc le pot que vous voyez à fond bleu, qui est en fait un objet qui est fait pour être glissé à l'intérieur d'un vase. Vous avez juste à côté une bouteille en porcelaine d'un groupe de porcelaine qu'on appelle des Falangcai, qui est une micro-production de très très haute qualité faite à la cité interdite avec une technique d'émaillage développée à partir de techniques européennes amenées par les jésuites présents à la cour. Il n'y en a que quelques centaines. Quelques centaines à l'échelle d'une production de porcelaine chinoise, c'est absolument microscopique. Quand l'administration impériale passe des commandes de porcelaine à la manufacture de Jin, par exemple, pour du mobilier liturgique pour les temples, c'est en dizaines ou centaines de milliers de pièces. Donc une petite production de quelques centaines de pièces destinées à l'empereur, fabriquées à la cité interdite, c'est extraordinaire. Donc il se trouve qu'il y en a une dans la collection Thiers. La coupe en jade que vous voyez là, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler plus si j'arrive au bout de ce PowerPoint sans déborder le timing. Cette coupe est une coupe moghole qui parvient à l'empereur de Chine Tianlong à partir des années... un ensemble de pièces comme celle-ci parviennent à Tianlong à partir des années 1759-60 et on en voit entrer dans les collections impériales jusqu'en 1817 de mémoire. Et donc ces objets, ces jades moghols, en fait, vont inspirer considérablement les empereurs, et donc en l'occurrence Tianlong, qui va commander à ses artistes des jades dans le style moghol, et il va rédiger des poèmes à leur sujet et les faire inscrire. Donc cette coupe porte une inscription chinoise alors même qu'elle est indienne. Donc ça, c'est des pièces extrêmement importantes. Donc la question, c'est finalement comment est-ce que tout ça arrive à Thiers ?
Donc, une passion précoce. Je vais vous lire ce petit bijou. J'ai depuis 20 ans une passion véritable pour les arts de la Chine et j'ai fait ce que j'ai pu pour réunir quelques échantillons de ce que les Chinois savent faire. Malheureusement, ma fortune ne me permettait pas d'acheter toujours les objets que je rencontrais, pourtant avec de la persévérance, de nombreux voyages et quelques habitudes de juger les ouvrages matériels du Chinois, je suis parvenu à en réunir quelques-uns qui ont à mes yeux une grande signification. Donc ça, c'est une lettre de Thiers au sinologue Abel Rémusat en 1831. Donc ça veut dire que sa passion l'a pris en 1811. Donc en 1811, Thiers a 14 ans. On est en pleine épopée napoléonienne. Il est à contre-temps absolu de son temps. C'est extrêmement bizarre, c'est inhabituel et à ce jour inexpliqué parce que, à part cette lettre, on n'a pas retrouvé d'éléments évoquant la précocité de sa collection. Donc oui, avec ses meubles et ses vases, il y a aussi sa correspondance qui est détruite en grande partie pendant la Commune. Donc on a pour sa correspondance que des bribes. On a par ici une liasse, par ici une lettre. Celle-ci est passée en vente il y a 1 an, donc c'est un immense coup de chance qu'elle soit passée en vente l'an dernier. Sinon, j'en aurais ignoré l'existence. Thiers se passionnant pour la Chine à un moment où l'Europe est coupée de la Chine, en tous les cas la France, du fait du blocus continental imposé par les Anglais, c'est inexplicable, mais c'est totalement pionnier. Repensons à nos amis du japonisme dans les années 70. On est là en 1811. Donc c'est quelque chose de tout à fait inhabituel. Par ailleurs, Thiers n'a pas une approche classique. Je devrais peut-être revenir. Quelques-uns qui ont à mes yeux une grande signification. Il faut avoir ce mot en tête. Thiers essaie de se faire une idée de la Chine. Thiers a une approche qui est ethnographique en fait. Il réunit un ensemble de documents qui lui permettent de comprendre la Chine. Dans sa stratégie mondaine et sociale, on y reviendra un peu plus loin, il y a une composante importante qui est d'acquérir des œuvres de valeur, des œuvres prestigieuses, des œuvres de qualité dont il peut se vanter, mais sa démarche fondamentale, c'est écrire une histoire des peuples du monde dans laquelle il compte mettre les Chinois au même plan que les Italiens. Là encore, on en revient aux paroles rapportées par Blanc en 1862, que j'ai pu confirmer. Blanc est un abominable flatteur de la pire espèce, ses textes sont insoutenables de flatterie, mais néanmoins, j'ai pu confirmer les faits, un certain nombre de faits qu'il évoque, et donc Thiers avait bel et bien ce projet d'écrire ce grand livre de l'histoire des peuples du monde. Et donc sa collection chinoise est une manière pour lui d'accumuler de la donnée qui lui permettra de le faire. Donc là, vous avez un petit aperçu du travail de préparation de l'expo. C'est quand nous étions avec les collègues de la Fondation Thiers dans le fond de la bibliothèque à isoler un à un tous les livres sur la Chine de Thiers et à les regarder. Et c'est comme ça qu'on a compris sa démarche. Il a un peu de tout sur tout. Il a des livres sur les religions chinoises, c'est évident, l'histoire chinoise ancienne, l'histoire chinoise au XVIIIe siècle, l'histoire chinoise contemporaine, les ouvrages les plus récents, tous les ouvrages de voyageurs, un nombre considérable d'ouvrages de géographie qui ont des chapitres sur la Chine, mais il a aussi la numismatique chinoise, la pêche et la pisciculture, la riziculture, qu'est-ce que j'oublie, la cosmologie. En fait, il a à peu près sur tout. Et donc, si vous lisez tous les livres de Thiers sur la Chine, vous avez une idée assez juste de ce qu'on pouvait savoir de la Chine, à tort ou à raison, en son temps. Et Thiers est un homme pratique, on le décrit beaucoup comme un pragmatique, donc il a besoin de se représenter la Chine. Il a failli y aller, en 1829, il devait prendre part au voyage de Laplace, et finalement il y renonce, voyant arriver les événements qui allaient amener la chute de Charles X. Et donc son activité politique prend toujours le pas sur son activité artistique. Et donc il renonce à ce voyage. Mais faute d'avoir pu aller en Chine, il va se lier avec toutes les personnes qu'il peut rencontrer qui ont un lien avec la Chine, qu'il s'agisse de voyageurs, de diplomates, de militaires, de marins, de naturalistes. Il est par exemple en relation avec le père Armand David, qui est un lazariste, donc un missionnaire, et qui est un grand naturaliste et qui est le découvreur du panda. Vous avez dans ces liens multiples
tous les sinologues. Donc dans les livres que vous voyez là, un grand nombre lui sont dédicacés directement par leurs auteurs. Donc il faut imaginer un réseau absolument tentaculaire où toute personne qui ait quelque chose à voir avec la Chine va être dans le réseau de tiers. En tous les cas, jusqu'à présent, dès que j'en trouve un et que je prends le temps de chercher et que j'ai accès à des sources, j'arrive à établir un lien entre lui et Thiers. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des amis proches, et puis Thiers n'est pas nécessairement quelqu'un de très agréable à fréquenter. Mais il est, en tous les cas, suffisamment puissant pour que même des gens qui ne l'apprécieraient pas lui envoient leurs livres dédicacés, lui donnent des documents. Et donc Thiers a de ce fait une quantité de choses de nature extrêmement hétérogène qui lui permettent de se représenter la Chine. Donc j'évoquais les ouvrages dédicacés, je ne sais pas si c'est lisible à cette distance, mais donc là vous avez donc l'ouvrage de Stanislas Julien. Stanislas Julien, c'est le grand sinologue du XIXe siècle, par ailleurs un personnage détestable. Donc j'ai un échange de lettres, c'est un des rares échanges de lettres qu'on a entre Thiers et un sinologue, et les deux sont aussi détestables. Donc Julien le corrompt en lui envoyant ses livres et en venant voir ses œuvres et en traduisant les inscriptions de ses œuvres, dans le but d'obtenir une subvention publique pour son prochain ouvrage. On reviendra à cet ouvrage un peu plus loin parce qu'il est assez important. Et juste à côté, vous avez un ouvrage dédicacé par Guillaume Potier, un autre sinologue. Les sinologues ne sont pas très nombreux à l'époque. Toute la sinologie française, ça tient sur mes deux mains. Mais Thiers les connaît tous. Alors, acheter des pédigrés, Thiers a une forte ambition sociale, il veut être reconnu, mais il ne peut pas nécessairement avoir confiance en son goût, encore moins dans une période où l'histoire de l'art chinois n'a pas été écrite. Il n'y a pas d'histoire de l'art chinois disponible en son temps. Donc il achète ce qu'il arrive à percevoir comme étant des objets chinois anciens, qu'il distingue très bien des objets chinois modernes, ça c'est clair. Il n'a pas d'objets d'export 19e dans sa collection, à l'exception de petits albums de peinture d'export, mais qu'il a très probablement collectés non pas comme œuvre d'art, mais comme documents. Donc les albums que vous voyez là, par exemple, le personnage féminin, c'est un album d'exportation de Canton. Mais je ne pense pas du tout que Thiers ait pris ça pour une grande peinture chinoise. Donc il achète des pédigrés. Donc vous avez à droite un album représentant des vases qu'il achète à la vente du sinologue Joseph-Louis Chrétien de Guigne. Il va acheter beaucoup de choses à cette vente. Et à gauche, un bouddhaï, donc un moine réjoui, qui provient de la vente Brunet-Denon. Alors Brunet-Denon, c'est qui? C'est un général napoléonien qui est le neveu de Vivant Denon. Alors on pourrait multiplier les exemples à l'envi. Dans la collection de Thiers, énormément de choses sont achetées comme ça pour leur pédigré. Et ça lui garantit le prestige des pièces qu'il possède. Alors il y a des limites à ce qu'il va faire. On sait par la presse, mais j'ai malheureusement pas d'écrit de sa part, que Thiers est opposé aux guerres de l'opium, qui sont quand même le grand événement des relations franco-chinoises et anglo-chinoises de l'époque. Donc les guerres de l'opium, pour votre contexte, nous avons un déficit commercial avec la Chine qui est considérable à l'époque. Les Anglais qui produisent de l'opium en Inde décident de le vendre aux Chinois. Les Chinois n'en veulent pas, s'y opposent. Les Anglais leur font la guerre pour leur imposer d'acheter de l'opium. Gagnent la guerre, c'est comme ça que vont être signés les traités inégaux, et la France courageusement vient obtenir la signature d'un traité analogue dans les années qui suivent. Et l'opium faisant des ravages en Chine, les Chinois font ce qu'ils peuvent pour s'y opposer et ne sont pas favorables à se voir imposer du commerce de biens dont ils ne veulent pas, outre l'opium. Et cette résistance chinoise va générer un agacement européen qui va amener la deuxième guerre de l'opium dans les années fin 50, années 60, avec le sac du Palais d'été en 1860. Donc c'est un épisode criminel, dramatique, où on va, pour vous donner une comparaison française, imaginer Versailles encore complètement meublé de toutes les collections royales, imaginez que la bibliothèque royale s'y trouve. Eh bien, vous avez une soldatesque qui vient, qui pille, ensuite détruit, incendie et brûle la bibliothèque. Ça, c'est ce qu'on a fait en 1860. Donc, ça n'est pas un épisode très glorieux. Et donc, Thiers était, pour ce que j'ai réussi à en savoir, opposé à ces guerres de l'opium. Et les deux objets que vous voyez devant vous
sont des boîtes japonaises que Thiers a achetées à la vente du colonel Dupin. Alors le colonel Dupin, c'est un des pillards du Palais d'été, qui va faire une grande vente des œuvres qu'il a pillées au Palais d'été et des objets japonais qu'il a achetés l'année suivante. Après le pillage du Palais d'été, il a fait un séjour au Japon. Et en fait, Thiers, qui collectionne à ce moment-là l'art chinois donc depuis plus de 40 ans, eh bien en fait, ne va rien acheter de chinois, pour autant qu'on puisse le savoir, mais va acheter des objets japonais. C'est comme ça qu'on sait qu'il était là-bas. Donc ces 2 boîtes, plus d'autres petits objets que je vous épargne. Et donc ça vous dit... ça vous suggère, en tous les cas, que Thiers ait pu avoir une forme de conscience morale, au moins sur ce sujet-là. Il n'en a pas beaucoup par ailleurs, hein. Je vous rappelle les épisodes de la Commune. L'autre point qui a été une découverte pour nous dans la réalisation de cette exposition, c'est que Thiers, en fait, était un spécialiste de porcelaine, mais un bon spécialiste. Je vous parlais de Stanislas Julien qui essayait de le corrompre pour publier un livre. Ce livre était une histoire de la porcelaine chinoise, une traduction d'un ouvrage chinois sur le sujet, qui va être publié après que Thiers en ait relu les épreuves. Premier bouquin. Deuxième ouvrage, Thiers et Jacquemart. Donc Jacquemart, c'est la personne qui va créer les termes que nous employons encore aujourd'hui pour décrire les porcelaines chinoises des règnes des empereurs Kangxi, Yongzheng et Tianlong, à savoir les termes famille verte, famille noire et famille rose. Thiers va aussi être le relecteur de cet ouvrage. Il va recevoir les épreuves par l'éditeur qui s'appelle Teschner, accompagné d'une lettre. Alors je doute qu'elle soit lisible à cette échelle, surtout que l'écriture n'est pas très facile, mais en substance, on demande à Thiers son avis et on lui assure qu'il peut le donner librement, que personne n'en sera vexé et que ses avis seront suivis parce qu'ils sont naturellement toujours les meilleurs, je cite de mémoire. Ça vous dit que Thiers, en fait, était un spécialiste respecté. Et si je reviens un peu en arrière à l'échange avec Stanislas Julien, la liasse de lettres qui est miraculeusement conservée à la Fondation Thiers nous apprend, vu la technicité des échanges que Thiers et Julien ont, que Thiers a une connaissance très fine du processus de production des porcelaines, une connaissance technique. C'est quelqu'un qui connaît la moindre phase de production. Il a un échange avec Julien qui le corrige sur un point de détail, mais le niveau de technicité est excellent. Là, pour information, vous avez 2 vases qui figurent des personnages tirés d'un livre chinois qui s'appelle Wu Shuangpu et qui est un ouvrage Ming qui a servi beaucoup à fournir des modèles pour les peintures sur vase. Et en fait, ce vase est présent chez Thiers et Stanislas Julien va le lire. Alors, il se trouve que l'ouvrage dont sont tirées les gravures qui ont servi de modèle au vase est présent dans la Bibliothèque royale. Et Stanislas Julien va faire commander pour Thiers aux lazaristes, donc aux missionnaires français qui sont en Chine, des livres chinois, dont un Wu Shuangpu. Et donc là, vous comprenez que vous avez dans la collection Thiers une séquence où vous avez l'objet, vous avez les commentaires du sinologue et vous avez les sources chinoises. Ça, c'est un domaine qu'on est encore en train d'explorer parce que malheureusement, ces livres chinois étaient dans le silo de l'Institut qui était en travaux, donc pour cette exposition, nous ne pouvions pas y avoir accès. Mais depuis l'écriture du catalogue, j'ai partiellement révisé mon opinion sur Thiers en découvrant notamment ces éléments un peu tard. Je commence à penser que la connaissance et la compréhension de la Chine par Thiers était bien meilleure que celle que l'on trouve décrite par Charles Blanc dans le catalogue de 1884. Ça reste, de toute façon, tout ce que je vous dis là reste un work in progress. C'est la première fois qu'on travaille sur cette collection depuis 1884. Il est évident que des choses que j'ai écrites seront infirmées ou confirmées ou amplifiées à l'avenir, et nous voyons tous collectivement avec mes collègues qui ont contribué à cet ouvrage cette exposition comme le début d'un travail plus large sur cette question du réseau de Thiers et de la place de Thiers dans les réseaux sinologiques. Quelques exemples des porcelaines de Thiers pour quand même vous montrer l'ampleur de sa collection par quelques très beaux objets qui sont tous dans l'expo. Je suis particulièrement fan du vase lanterne que vous voyez là.
qui figure des immortels taoïstes et qui, j'en parlais un peu plus tôt à nos collègues qui viennent pour la conférence, qui a pour moi cette grande vertu de montrer la joie, qui est un élément fondamental de la culture chinoise dont on parle trop peu dans les musées. On parle de grandeur impériale, on parle de tout un tas de choses, de philosophie, mais on oublie que la Chine est une civilisation de la joie. Donc je tiens à insister sur ce point qui, moi, me touche beaucoup. Thiers a aussi des très grands chefs-d'œuvre, donc je vous ai déjà commenté la bouteille en phalanx. Je ne vais pas m'étendre dessus, vous pourrez aller la voir et lire les cartels. On va peut-être finir sur notre ami Charles Marchal de Lunéville, un absolu loser. Donc, un monsieur qui est juge, affecté au tribunal du Sénégal, se fait fiche dehors en moins de 6 mois ou 3 mois, je ne me rappelle plus du détail, revient en France, se fait érudit local, se fait fiche dehors de sa société d'érudits locaux, part en Chine via la Russie entre 1850 et 1853. On sait qu'il passe 1 an en Chine à ce moment-là. On sait qu'il est encore à Paris en 50, qu'il est de retour en 53, mais on ne sait pas précisément quelle année. Ce qui est sûr, c'est qu'il ramène à Thiers un certain nombre de peintures, dont des pièces impériales. Et ça, c'est très important parce que donc il séjourne à Pékin où il achète des pièces impériales. Alors j'ai aussi trouvé des choses assez amusantes sur ce Marchal de Lunéville. Il a tenté de vendre des œuvres aux musées nationaux, donc j'ai des traces dans nos archives du refus d'acquisition des œuvres de Marchal. Mais par contre, il va prêter à l'Expo de l'Industrie. Donc dans les catalogues de l'Expo de l'Industrie, on voit les œuvres chinoises de Marchal. Donc Marchal est revenu de Pékin avec des œuvres impériales et un certain nombre sont données à Thiers. Donc ça, c'est important parce que, en l'occurrence, les 2 œuvres impériales données à Thiers auxquelles je fais mention sont des œuvres qui représentent le palais d'été et qui correspondent, qui sont des pages, des copies presque parfaites de pages de l'album des 40 vues du palais d'été qui a été pillé par les troupes françaises en 1860 au palais d'été. Et en fait, nous avons la preuve formelle que ces œuvres de Thiers, qui sont des analogues, en fait, soit des prototypes de ces pages, soit des copies faites en vue de faire un 2e album, ces pages sont arrivées dès les années 50 en France. Et donc ça, c'est très important parce que ça nous rappelle la complexité de l'histoire de la provenance. On entend beaucoup de choses aujourd'hui sur la provenance des collections européennes comme étant systématiquement provenant de pillage. Ça n'est pas le cas. Et il faut savoir que quand Thiers achète par exemple à quelqu'un comme, à la vente après décès de quelqu'un comme Joseph-Louis Chrétien de Guignes, le sinologue, avait été l'interprète de l'ambassade hollandaise auprès de l'empereur Tianlong à la fin du XVIIIe siècle, et ces ambassadeurs ont reçu en cadeau des œuvres impériales. Donc il y a beaucoup d'œuvres impériales chinoises qui circulaient avant le sac du palais d'été, et il y a tout un travail aujourd'hui à faire pour à la fois retracer les provenances réelles de tous les objets, pillés ou non pillés, pour clarifier ces choses, mais en tous les cas pour revenir à un discours apaisé et clair et transparent sur les provenances de nos collections. J'ai malheureusement trop peu de temps, donc je vais encore voler 3 minutes à nos équipes. Thiers était un des grands collectionneurs de peinture chinoise, et tout à son idée de collecter des choses qui représentent la Chine, il était aussi conscient qu'il avait des choses anciennes. Et donc, je vous lis cette mention. On rencontre encore quelques œuvres d'un célèbre peintre de chevaux. Monsieur Thiers, un des premiers sinophiles de ce temps, et dont le cabinet doit être visité par toute personne curieuse de l'art en Chine, possède une belle aquarelle authentique de ce maître. Le dessin des chevaux en est d'une fermeté rare, et les palefreniers qui les gardent sont d'une vigueur et de touche peu communes. Félix Feuillet-de-Conche, 1856. Alors, cet article, en fait, est le premier sur l'histoire de la peinture en Chine, en France. C'est une collègue de Lille qui a récemment fait un très bel article sur le sujet, sur l'histoire de la peinture chinoise. Et donc, en fait, la collection Thiers est citée comme référence là-dedans aussi. Donc, on découvre, en fait, à travers ça, que Thiers a été très important pour l'histoire des arts chinois à un moment. Il a été éclipsé dans les années 70 du fait de son legs politique objectivement insoutenable et du fait des démarches entreprises par les japonistes pour faire leur autopromotion et de ces grands collectionneurs qui ont créé des musées à leur nom, donc Cernuschi, Guimet, Dennery,
qui évidemment ont complètement ridiculisé par l'ampleur de ce qu'ils amenaient, ils ont ridiculisé la taille, somme toute modeste, de la collection Thiers. Je vous remets un petit bout de Qingming Chancretou, juste pour que vous voyez le rouleau dans son entièreté. Et puis, juste pour le plaisir, vu que c'est ma grande passion et que ce sera le prochain sujet de travail du département sur ces collections, les jades. Donc je ne fais qu'un peu de teasing, vous verrez des choses sortir sur nos jades. Donc là, les jades Thiers, qualité de pierre tout à fait exceptionnelle. Un jade se juge à la fois à sa qualité de sculpture et à la qualité de sa pierre, et ceux-là sont absolument splendides. Et voilà, et nous terminerons donc là-dessus. Et je vous remercie de votre attention.